Imaginez, je viens de vendre mon empire pour 25 millions d'euros et j'invite ma fille et son mari dans le légendaire Alain Ducasse au Meurice pour fêter ça. Champagne millésimé, nappes immaculées, lustres étincelants, jusqu'à ce que le sommelier se penche vers moi et murmure « Monsieur, votre gendre vient de glisser quelque chose dans votre verre. » J'ai souri, échangé discrètement les coupes, et 10 minutes plus tard, son visage est devenu livide. Il s'est mis à hurler de douleur. Comment en est-on arrivé là? Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le champagne Krug 1996 brillait dans les verres en cristal, mais c'est le regard furtif de Julien vers mon verre qui a capté mon attention. Nous étions attablés au Plaza Athénée, ce temple de la gastronomie parisienne, où les nappes blanches coûtent plus cher que certaines voitures. Ma fille Claire rayonnait dans sa robe Dior, son mari Julien affichait ce sourire carnassier qu'il réservait aux grandes occasions. 25 millions d'euros. C'était le prix auquel j'avais vendu mon empire vinicole, construit pierre par pierre, pendant 43 ans. « À ton succès, papa » a lancé Claire en levant son verre, ses boucles d'oreilles en diamants scintillant sous les lustres. « Tu l'as bien mérité. » Julien a acquiescé avec cet enthousiasme un peu trop appuyé qui ne m'a jamais inspiré confiance. Mon téléphone a vibré. Mon courtier qui voulait confirmer les derniers détails du transfert. Je me suis excusé, le portable collé à l'oreille, tout en observant la salle. C'est alors que Patrick, le chef sommelier, s'est approché de notre table avec une discrétion qui fait la renommée de ces établissements. Son visage était celui d'un homme aux prises avec un dilemme moral terrible. Il s'est penché vers moi, sa voix à peine un murmure entre deux phrases de ma conversation téléphonique. « Monsieur Delacroix, pardonnez-moi. Mais votre gendre vient de verser quelque chose dans votre verre pendant que vous étiez distrait. J'ai préféré vous prévenir. » Le monde a ralenti. J'ai continué ma conversation comme si de rien n'était, hochant la tête, souriant même, pendant que mon cerveau analysait cette information à toute vitesse. Patrick s'est éloigné, son professionnalisme intact malgré la bombe qu'il venait de lâcher. J'ai raccroché, glissé le téléphone dans ma poche et suis revenu à table avec le sourire d'un homme qui vient de conclure l'affaire du siècle. « Tout est en ordre », ai-je annoncé joyeusement. Claire a applaudi. Julien a eu ce petit rictus satisfait. Pendant qu'il regardait ailleurs, commentant l'arrivée spectaculaire du homard breton, ma main a exécuté le geste le plus simple du monde. J'ai échangé mon verre avec celui de Julien. Un tour de passe-passe digne d'un prestidigitateur. Le cristal a teinté légèrement contre le marbre de la table. Personne n'a remarqué. Nous avons trinqué. Le champagne était exquis, comme toujours. Claire parlait de leur projet, de ce voyage aux Maldives qu'ils planifiaient depuis des mois. Julien acquiesçait, buvant par petites gorgées. 5 minutes, 10 minutes. Je dégustais mon Saint-Jacques poêlé avec une sérénité olympienne, tout en l'observant du coin de l'œil. Puis son visage a changé. D'abord une pâleur légère, presque imperceptible. Ensuite, une sueur froide qui a perlé sur son front. Ses yeux se sont écarquillés. Il a porté la main à son ventre, d'abord discrètement, puis avec une urgence croissante. « Julien, ça va ?» Claire a posé sa fourchette, l'inquiétude envahissant ses traits. Je ne sais pas. Sa voix était étranglée. Son teint avait viré au gris vert, une nuance peu flatteuse sous l'éclairage doré du restaurant. Mon ventre, il s'est levé brusquement, renversant presque son verre. « Excusez-moi. » Le mot est sorti comme un cri étouffé, avant qu'il ne se précipite vers les toilettes, avec une urgence qui a fait se retourner plusieurs têtes dans la salle. Pas très élégant pour un homme qui se targuait de ses manières raffinées. Claire s'est tournée vers moi, le visage défait. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai haussé les épaules avec une nonchalance étudiée. Peut-être les huîtres de l'apéritif, tu sais comme ces fruits de mer peuvent être traîtres? Mais ce que j'ai vu dans ses yeux à cet instant m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'inquiétude pour son mari. C'était de la panique pure. Celle de quelqu'un dont le plan vient de s'effondrer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les minutes suivantes ont été un ballet embarrassant. Julien est revenu, blême, tremblant, insistant pour partir immédiatement. J'ai réglé l'addition.
2 300 € pour un dîner avorté. Un nouveau record personnel, pendant que Claire l'aidait à enfiler son manteau. Patrick m'a glissé discrètement sa carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Delacroix. Nos regards se sont croisés. Il savait. J'ai hoché la tête en signe de remerciement. Dans le taxi qui nous ramenait gare Montparnasse pour prendre le TGV vers Bordeaux, Claire a multiplié les excuses, les explications fumeuses. Il doit être fatigué, le stress du travail, peut-être une gastro. Julien, recroquevillé contre la portière, gémissait doucement. Je l'observais dans le rétroviseur et une pensée très simple s'est formée dans mon esprit. Cet homme avait essayé de m'empoisonner, pas pour me tuer. Le dosage était trop léger pour ça, Patrick l'aurait remarqué. Non, pour me rendre malade, vulnérable. Pour quelle raison? Le train filait dans la nuit. Claire et Julien étaient montés en première classe avec moi, mais l'atmosphère était lourde, oppressante. Julien s'était enfermé dans les toilettes 3 fois en 1 heure. Claire fixait son téléphone avec une intensité troublante, tapotant nerveusement l'écran. À un moment, j'ai surpris un message avant qu'elle ne le cache. Ça n'a pas marché, on en parle demain. 25 millions d'euros. Une fille qui ne m'avait pas appelé spontanément depuis 2 ans. Un gendre qui me regardait comme un distributeur automatique. Et maintenant, une tentative d'empoisonnement ratée dans l'un des restaurants les plus prestigieux de France. Quand le train est entré en gare Saint-Jean à Bordeaux, une certitude s'était formée en moi, froide et cristalline comme le champagne que nous avions bu. Ce n'était pas une farce stupide, ce n'était pas un accident. C'était le début de quelque chose de bien plus sombre. Et si Julien avait cru pouvoir me manipuler, lui et ma fille allaient découvrir que 43 ans dans le négoce du vin m'avaient appris une chose essentielle. La patience transforme le vinaigre en grand cru. Il suffisait de savoir attendre le bon moment pour déboucher la bouteille. Le lendemain matin, la pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de la villa Delacroix. J'ai toujours aimé ce son, cette mélodie mélancolique qui accompagnait mes réflexions. Assis dans mon bureau, face au vignoble qui s'étendait à perte de vue malgré le rideau gris de l'averse, j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. « Agence Dupont, j'écoute !» La voix était celle d'un homme habitué au secret. « Marc, c'est Pierre Delacroix. On s'est rencontrés il y a 3 ans, lors de cette affaire de contrefaçon de millésime. » Un silence. Puis, « Monsieur Delacroix, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vos services, discrètement. » 2 heures plus tard, Marc Dupont était assis dans le fauteuil Chesterfield de mon bureau, un café serré devant lui. Ancien inspecteur de la police judiciaire, reconverti dans le privé, il avait cette capacité rare d'écouter sans juger. Je lui ai raconté la scène du Plaza Athénée, en omettant aucun détail. « Vous voulez que je surveille votre gendre ?» Il prenait des notes dans un petit carnet noir. « Je veux que vous découvriez pourquoi il a tenté de m'empoisonner. Qu'est-ce qui presse autant? Qu'est-ce qui les motive, lui et ma fille ?» Il a hoché la tête. « Je commence dès aujourd'hui, mais il me faudra peut-être 2 ou 3 semaines pour obtenir des résultats solides. Prenez le temps nécessaire. Je paie vos honoraires, plus les frais. Et Marc, personne ne doit savoir que vous travaillez pour moi. » Après son départ, j'ai appelé mon notaire. Maître Jean-Luc Bonnet exerçait cours de l'intendance depuis 35 ans dans l'un de ces immeubles haussmanniens qui respiraient la respectabilité bourgeoise. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le surlendemain. Le cabinet de Bonnet était exactement comme je me le rappelais. Lambris sombre, bibliothèque juridique impressionnante, odeur de cire et de vieux papier. L'homme lui-même avait cette élégance désuète des notaires de province, costume 3 pièces parfaitement coupé, chevalière en or, regard perçant derrière des lunettes à monture dorée. « Pierre, quel plaisir !» Il m'a serré la main avec chaleur. « J'ai appris pour la vente de votre entreprise. Magnifique opération, mes félicitations. Merci Jean-Luc, mais je ne suis pas venu pour parler de ça. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir. J'ai besoin que vous vérifiez tous mes documents. Testament, donation, procuration, tout ce qui touche à mon patrimoine. » Son expression est devenue plus sérieuse. « Il y a un problème ? Disons que j'ai des raisons de croire qu'on s'intéresse un peu trop à mes affaires. » Il a ouvert un tiroir, en a sorti un dossier épais marqué à mon nom.
Pendant qu'il feuilletait les documents, j'ai observé les diplômes encadrés au mur, les photos de famille sur son bureau. Une vie ordonnée, prévisible, rassurante, l'opposé de ce que je ressentais. « Tiens, c'est curieux », a-t-il murmuré en fronçant les sourcils. « Il y a une quinzaine de jours, votre fille Claire est venue me voir. Mon pouls s'est accéléré. Vraiment ? Elle voulait savoir si votre testament était à jour. Elle a posé des questions très spécifiques sur la réserve héréditaire, sur les possibilités de contestation. Et surtout, il a levé les yeux vers moi. Elle m'a demandé quelle était la procédure pour faire reconnaître quelqu'un comme incapable de gérer ses biens. » Le silence dans le bureau était assourdissant. La pluie redoublait contre les vitres. Elle a mentionné votre âge, vos possibles troubles de mémoire. J'ai trouvé ça étrange, vous qui avez vendu votre entreprise pour 25 millions. Un homme sénile ne négocie pas ce genre de transaction. Qu'avez-vous répondu ? Que je ne pouvais pas discuter de vos affaires sans votre accord. Elle est partie assez mécontente. Son mari l'attendait dans la voiture en bas. J'ai fermé les yeux. Donc c'était ça. Pas seulement l'argent. Il voulait me faire passer pour gâteux, obtenir une tutelle, mettre la main sur tout. Le laxatif dans le champagne n'était qu'un test, une première étape. Me voir faible, confus, malade. « Jean-Luc, je vais avoir besoin de votre expertise, mais pas aujourd'hui. Laissez-moi quelques jours pour réfléchir. » De retour à la villa, j'ai trouvé un message de Claire sur mon répondeur. Sa voix était mielleuse, inquiète. « Papa, j'espère que tu vas bien après hier soir. » Julien se remet doucement, c'était vraiment une intoxication alimentaire. « On passera te voir demain, on a des choses à te dire. Je t'embrasse. » Des choses à me dire. Je parierais ma collection de Pétrus que ces choses tourneraient autour de mon âge, de ma santé, de la nécessité de m'aider à gérer mes affaires. Quelques jours plus tard, Marc Dupont est revenu. Il avait ce visage fermé des porteurs de mauvaises nouvelles. « Asseyez-vous, Marc. »« Vous avez trouvé quelque chose ?» Il a ouvert son attaché-case, en a sorti une chemise bourrée de documents, de photos, d'enregistrements. Beaucoup de choses, malheureusement. Votre gendre Julien Martin a des dettes, conséquentes. 322 000 €, pour être précis. Le chiffre m'a coupé le souffle. Comment est-ce possible ? Jeu d'argent, poker clandestin principalement. Il fréquente un cercle illégal près de la gare. Des gens pas très recommandables. Il doit de l'argent à des créanciers qui n'acceptent pas les retards de paiement. Il a étalé des photos sur mon bureau. Julien entrant dans un immeuble miteux. Julien à une table de poker, le visage crispé. Julien serrant la main d'homme aux allures de voyou. « Ce n'est pas tout », a continué Marc. Il a eu plusieurs rendez-vous avec un certain docteur Bernard Rousseau, psychiatre, cabinet privé à Mériadec, spécialiste des expertises médicales pour les tribunaux. Mon sang s'est glacé. Continuez. J'ai réussi à obtenir des enregistrements. Il a sorti un petit dictaphone. Écoutez. La voix de Julien nerveuse. « Donc, vous êtes sûr que ça marchera ? Un certificat médical attestant qu'il est incapable de gérer ses biens ?» La voix du docteur Rousseau, onctueuse. « Monsieur Martin, j'ai fait ce genre d'expertise des dizaines de fois. Avec les bons symptômes observés, les bons témoignages de l'entourage, c'est tout à fait faisable. Bien sûr, mes honoraires pour ce type de service sont de 50 000 €. 50 000 ? Mais c'est le prix de la tranquillité, monsieur Martin. Une fois la tutelle établie, vous aurez accès à tout son patrimoine. 25 millions, c'est bien ce que vous m'avez dit. » J'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Marc m'observait avec compassion. Il y a d'autres conversations, toujours dans le même sens. Claire est au courant, elle assiste à certains rendez-vous. Ma propre fille. La petite fille que j'avais portée sur mes épaules dans les vignes, celle qui me criait « Papa, regarde !» à chaque papillon, celle pour qui j'avais construit tout cet empire. Marc, je veux que vous continuiez. Je veux tout savoir. Chaque conversation, chaque rendez-vous, chaque mouvement d'argent. Vous avez carte blanche. Après son départ, je suis descendu dans ma cave à vin. Là, au milieu de mes millésimes précieux, dans le silence humide et frais, je me suis assis sur le vieux banc de bois.
Une bouteille de Château Margaux 1961 reposait dans son casier. L'année de naissance de Claire. Je me souvenais du jour où je l'avais achetée, jeune père écervelé, dépensant une fortune pour célébrer la naissance de ma fille unique. Pour ses 18 ans, avais-je dit à ma femme, puis pour son mariage, puis pour un jour spécial. Cette bouteille était restée là, témoin silencieux de tous mes espoirs paternels. Combien de fois avais-je imaginé la déboucher avec Claire, transmettre mon amour du vin, de la patience, du respect des traditions. Mais elle n'avait jamais montré d'intérêt. « C'est juste de l'alcool vieux, papa », m'avait-elle dit un jour, avec cette désinvolture cruelle de la jeunesse. Maintenant, elle voulait tout vendre, la villa, les vignes, les caves, transformer 43 ans de passion en billets de banque pour éponger les dettes de jeu de son mari raté. Je me suis relevé, la bouteille de Margaux toujours dans son casier. Non, cette bouteille attendrait encore, parce qu'un plan commençait à se former dans mon esprit, aussi complexe et patient que la maturation d'un grand cru. Claire voulait me faire passer pour sénile. Très bien, je pouvais jouer ce rôle, le vieil homme confus, oublieux, facile à manipuler. Mais pendant qu'ils croiraient gagner, pendant qu'ils se frotteraient les mains en imaginant leur victoire, je tisserais autour d'eux un filet juridique si serré qu'ils ne pourraient plus en sortir. La loi française protégeait les enfants avec la réserve héréditaire. Soit, ils auraient leur part, le minimum légal, pas un euro de plus. Le reste irait à ceux qui comprenaient vraiment ce que signifiait le patrimoine familial. Pas un compte en banque à piller, mais un héritage à honorer. J'ai éteint la lumière de la cave et suis remonté. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à prendre des notes. Nom, date, montant, stratégie. Marc continuerait ses investigations. Maître Bonnet préparerait les documents nécessaires. Et moi, je deviendrais le meilleur acteur de ma propre vie. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages, illuminant les vignes trempées. C'était un signe peut-être, ou juste la météo capricieuse de novembre. Peu importait. La vendange de la justice commencerait bientôt, et elle serait amère pour ceux qui avaient trahi la confiance d'un père. Une semaine après ma rencontre avec Marc Dupont, l'enquête avançait plus vite que je ne l'aurais imaginé. Le détective était repassé le matin même, son attaché-case bourré de nouveaux documents qui transformaient mes soupçons en certitudes glacées. Je l'ai reçu dans le salon, cette pièce que ma femme avait décorée avec tant de goût avant que la maladie ne me la prenne. Chaque meuble, chaque tableau me rappelait une époque où la famille signifiait encore quelque chose. Monsieur Delacroix, Marc a étalé des photos sur la table basse en acajou. Votre gendre a rencontré le docteur Rousseau 3 fois ce mois-ci, toujours dans le même café discret, rue Sainte-Catherine. Et regardez ça, il a activé son téléphone. Un enregistrement audio a empli la pièce. La voix de Julien, reconnaissable entre mille avec cette façon qu'il avait de marteler ses consonnes quand il était nerveux. Le vieux commence à se fissurer. L'autre soir, il a oublié où il avait garé sa voiture. Claire a dû le ramener à pied. Mensonge. J'avais parfaitement su où était ma voiture. Je l'avais simplement laissée au garage pour la révision. La voix du docteur Rousseau, huileuse. Excellent. Continuez à noter ces incidents. Plus nous aurons d'exemples concrets, plus le dossier sera solide. Pour les 50 000 €, je veux la moitié maintenant. Vous les aurez dès que j'aurai mis la main sur la première tranche du patrimoine. Marc a arrêté l'enregistrement. Il y a autre chose. Ils ont trouvé un acheteur pour la villa Delacroix. Mon sang s'est figé. Pardon ? Un promoteur immobilier de Lyon, monsieur et madame Bertrand. Ils veulent transformer la propriété en hôtel de luxe. 2 800 000 €. Claire et Julien ont déjà signé une promesse de vente. J'ai fermé les yeux. La villa Delacroix. 3 générations de Delacroix avaient vécu entre ces murs de pierre blonde. Mon grand-père l'avait acheté en 1923. Ruiné mais obstiné, certain que ces terres produiraient un jour un grand vin. Mon père y avait planté les premiers ceps de Merlot qui avaient fait notre réputation. J'y avais élevé Claire, portant sur mes épaules dans les vignes, lui apprenant à distinguer les cépages à l'odeur. Et maintenant, elle voulait tout vendre, pour éponger les dettes de poker de son mari raté.
Comment peuvent-ils signer une promesse? La propriété est à mon nom. Marc a esquissé un sourire sans joie. Ils comptent obtenir la tutelle d'ici un mois. Le docteur Rousseau leur a assuré que son expertise médicale serait prête mi-décembre. Après ça, ils auraient tout pouvoir pour gérer vos biens. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé Claire et Julien avec des yeux neufs. C'était fascinant, d'une certaine manière, de les voir jouer leur comédie en pensant que je ne voyais rien. Claire m'appelait 3 fois par jour, prenant de mes nouvelles avec une sollicitude qui sonnait aussi faux qu'un violon désaccordé. « Papa, tu as bien pris tes médicaments, tu as mangé, tu veux que je passe ?» Julien, lui, avait adopté cette attitude protectrice insupportable, me tenant le coude pour traverser la rue, me parlant lentement comme à un enfant. « Pierre, attention à la marche. Pierre, vous avez compris ce que je viens de dire ?» J'avais envie de lui dire que oui, j'avais parfaitement compris qu'il était un escroc doublé d'un joueur pathétique. Mais je me contentais de sourire vaguement, de hocher la tête, de jouer le vieux confus qu'il voulait que je sois. Le plus dur était de les voir fouiller. Oh, ils pensaient être discrets. Quand je faisais semblant de faire la sieste, j'entendais Claire ouvrir les tiroirs de mon bureau, photographier mes documents avec son téléphone. Julien inspectait la cave, évaluant mes bouteilles avec l'œil d'un commissaire-priseur. J'ai même surpris Claire au téléphone avec l'acheteur potentiel. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Bertrand, tout sera finalisé avant Noël. Oui, mon père est d'accord, enfin, il le sera. » C'est cette phrase qui a achevé de briser quelque chose en moi. Il le sera. Comme si mon consentement n'était qu'une formalité administrative. Un après-midi, alors que je faisais semblant de somnoler dans le salon, Claire et Julien se croyaient seuls dans la cuisine. Leur voix me parvenait à travers la porte entr'ouverte. « Tu es sûr que Rousseau va tenir ses promesses ?» demandait Claire. « 50 000 euros, chérie. À ce prix-là, il nous pondrait une expertise certifiant que ton père est Napoléon réincarné. » Ils ont ri, ce rire léger, complice, qui m'a donné envie de vomir. Et après ? On aura la tutelle, mais ça prend du temps de vendre tout ça. Le promoteur est pressé. Il veut démarrer les travaux au printemps. On liquide la villa, les vignes, les stocks de vin. Avec tes 25 millions à la banque, on sera tranquille pour le reste de nos vies. Mais 25 millions, pas ceux de ton père. Mais 25 millions, comme si l'argent leur appartenait déjà. Marc m'a livré le dernier élément quelques jours plus tard. Les relevés bancaires de Julien, les paris, les pertes, l'engrenage. 322 000 euros de dettes exactement. Des créanciers qui envoyaient des messages de plus en plus menaçants. Dernier avertissement. Vous avez jusqu'à fin novembre. On sait où vous habitez. Voilà pourquoi ils étaient si pressés. Pas seulement de la cupidité, de la panique pure. Julien avait joué avec des gens dangereux et maintenant, il comptait me dépouiller pour sauver sa peau. Ce soir-là, seul dans ma cave, entouré de mes millésimes, j'ai pris une décision. Il voulait un jouet ? Parfait. Mais nous jouerions selon mes règles. Il me croyait sénile ? Excellent. Un vieil homme confus commet des erreurs, oublie des choses, signe des papiers sans comprendre. Mais un vieil homme confus peut aussi, étrangement, faire exactement ce qu'il faut au bon moment. J'ai ouvert une bouteille de Pommiol 1982, l'année de mon mariage. Le vin avait cette rondeur parfaite, ce fruité élégant qui venait avec la patience. 43 ans de patience avaient construit mon empire. Quelques mois de patience de plus le protégeraient de ceux qui voulaient le détruire. Et pendant qu'ils croyaient gagner, pendant qu'ils comptaient déjà leur butin, je tisserais autour d'eux un piège dont ils ne pourraient pas s'échapper. La suite de mon plan nécessiterait l'aide de professionnels, pas des amis, pas des connaissances, des gens dont c'était le métier de transformer la colère en justice, la trahison en preuve, l'indignation en acte notarié. 2 jours plus tard, je me suis présenté à l'office notarial de Maître Bonnet avec un objectif très précis. La salle d'attente sentait l'encaustique et le papier ancien, ces odeurs rassurantes qui évoquaient la permanence du droit français. Une secrétaire d'un certain âge, chignon impeccable et lunettes en écaille, m'a fait entrer après quelques minutes. « Pierre,
Quelle bonne surprise! Jean-Luc s'est levé pour me serrer la main. Café? Volontiers. Nous nous sommes installés dans son bureau et j'ai sorti le dossier que Marc m'avait préparé. Photos, enregistrements, relevés bancaires. Jean-Luc a parcouru le tout en silence, son visage devenant de plus en plus sombre. « Mon Dieu !» a-t-il fini par lâcher. « Votre propre fille. » Ma propre fille, j'ai confirmé avec une amertume que je n'ai pas cherché à cacher. « Jean-Luc, j'ai besoin de vos conseils. Qu'est-ce que je peux faire, légalement, pour me protéger ?» Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un mouchoir en tissu, geste que je lui connaissais depuis 30 ans et qui signifiait qu'il réfléchissait intensément. La loi française protège les enfants avec la réserve héréditaire. Claire, en tant que fille unique, a automatiquement droit à la moitié de votre patrimoine à votre décès. Vous ne pouvez pas la déshériter complètement. Je le sais. Mais l'autre moitié, la quotité disponible? Celle-là, vous en disposez librement. Vous pouvez la donner à qui vous voulez, un ami, une association, même votre chat si ça vous chante. Un sourire a effleuré ses lèvres. Mais il y a mieux. Avez-vous entendu parler de l'usufruit et de la nue propriété? J'ai secoué la tête. C'est un mécanisme fascinant du droit français. Vous pouvez diviser la propriété en deux. L'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien et d'en tirer des revenus. La nue propriété, c'est la propriété même, mais sans le droit d'en jouir. Par exemple, vous pourriez donner la nue propriété de la villa de la Croix à quelqu'un tout en gardant l'usufruit viager. Vous continuez à y vivre, à en profiter. Mais après votre mort, la pleine propriété revient automatiquement au nu propriétaire sans passer par la succession. Les implications ont percuté mon cerveau comme une évidence lumineuse. Donc Claire ne pourrait rien faire? Exactement. Elle aurait sa réserve héréditaire sur le reste du patrimoine, mais pas sur ce qui a été donné en nue propriété de votre vivant. Évidemment, il faut choisir le bon bénéficiaire, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Une image s'est formée dans mon esprit. Sophie, ma petite fille, 16 ans, des yeux pétillants d'intelligence, la seule qui m'appelait encore spontanément juste pour discuter de ses cours, de ses lectures, de la vie. La seule qui posait des questions sur les vignes, qui s'intéressait vraiment à l'histoire familiale. Ma petite fille, j'ai murmuré. Sophie, excellent choix, mais attention, il faut préparer ça avec soin. Une donation partage, des actes notariés en béton. Et si Claire et Julien tentent de vous faire passer pour incapable, j'ai pensé à ça aussi. J'ai sorti un autre document de mon dossier. Un mandat de protection future. Je veux le signer maintenant, pendant que je suis manifestement sain d'esprit. Comme ça, même s'ils arrivent à leur fin, c'est Sophie qui sera ma tutrice, pas Claire. Jean-Luc a sifflé doucement. Vous avez bien réfléchi à tout ça. 43 ans dans le négoce du vin, Jean-Luc, on apprend à anticiper. Nous avons travaillé pendant 3 heures ce jour-là. Jean-Luc prenait des notes, esquissait des stratégies, m'expliquait les subtilités du droit successoral français avec cette passion qu'ont les vrais professionnels pour leur métier. À la fin, nous avions un plan. Le lendemain, j'ai joué ma carte maîtresse avec Claire. Elle était passée à la villa prendre de mes nouvelles, en réalité pour fouiner encore un peu. Je l'ai fait asseoir dans le salon, lui ai offert du thé. Ma chérie, j'ai réfléchi, j'ai commencé avec ce ton un peu vague que j'avais perfectionné. À mon âge, il faut penser à l'avenir. Je voudrais, comment dire, m'assurer que tu seras bien après. Ses yeux se sont allumés. Papa, tu n'as pas besoin de penser à ça maintenant. Si, je deviens vieux, tu sais. J'oublie des choses. L'autre jour, je ne me souvenais plus où j'avais rangé les clés de la cave. Mensonge et honté. Mes clés étaient exactement où elles avaient toujours été. C'est pour ça que je pense, peut-être que je devrais tout mettre à ton nom, comme ça, quand je ne serai plus là, ou si je ne peux plus gérer. Tu comprends? Son visage s'est illuminé d'une joie qu'elle a mal dissimulée. Papa, si c'est ce que tu veux, bien sûr, je t'aiderai. Mais il faudrait voir un notaire, faire les papiers correctement. Justement, j'ai appelé Maître Bonnet. Il peut nous recevoir la semaine prochaine. Elle a pratiquement sauté de joie. C'est parfait, je vais en parler à Julien.
Il pourra nous accompagner pour les détails juridiques. Tu sais comme ces choses peuvent être compliquées. Oh, je savais. Je savais exactement à quel point elles allaient devenir compliquées pour eux. Après son départ, j'ai trouvé Julien qui m'attendait près de ma voiture. Il tenait une petite boîte de médicaments. Pierre, le docteur Martin m'a donné ça pour vous. Pour la mémoire. Un comprimé le matin, un le soir. Ça devrait vous aider avec ces petits oublis. J'ai pris la boîte, l'ai examinée. Pas de nom de pharmacie, juste une étiquette manuscrite. Marc m'avait prévenu. Julien pourrait essayer de me droguer légèrement, juste assez pour me rendre vraiment confus, faciliter leur coup. Merci Julien, c'est très attentionné. Ce soir-là, j'ai ouvert la boîte au-dessus de mon évier. Des comprimés blancs, anodins en apparence. Je les ai tous fait couler dans la canalisation, j'ai rempli la boîte de vitamine C inoffensive achetée en pharmacie. Le lendemain matin, devant Claire venue vérifier que je prenais bien mes médicaments, j'ai avalé ma vitamine C avec un grand verre d'eau. Tu vois, papa, Julien prend bien soin de toi. Oui, j'ai acquiescé docilement. Il est très prévenant. Dans mon bureau, tard cette nuit-là, j'ai relu tous les documents que Jean-Luc préparait. La donation-partage qui donnerait à Claire exactement ce que la loi exigeait, sa réserve héréditaire, pas un centime de plus. La quotité disponible qui irait à une fondation pour la préservation du patrimoine vinicole français. Le transfert de la nue propriété de la Villa de la Croix à Sophie avec usufruit viagé pour moi. Ils pensaient avoir gagné. Ils comptaient déjà l'argent, imaginaient déjà leur vie de luxe financée par la vente de mon héritage. Mais dans une semaine, quand nous serions tous assis dans le bureau de Maître Bonnet, quand les vrais documents seraient révélés, leur sourire triomphant se transformerait en masque d'horreur. Et ce serait juste le début. Dans les jours qui ont suivi, Marc m'a informé d'une évolution inquiétante. Claire et Julien avaient accéléré leur calendrier. Ils avaient signé un compromis de vente pour la Villa de la Croix avec les promoteurs lyonnais, 2 800 000 €, acte prévu pour mi-décembre. Bien sûr, ils n'avaient aucun droit de vendre ma propriété, mais dans leur esprit dérangé, ils pensaient que le certificat médical du docteur Rousseau leur donnerait ce pouvoir dans quelques semaines. J'ai décidé qu'il était temps de leur donner un avant-goût de ce qui les attendait. Une petite démonstration de ma lucidité, pour ainsi dire. Un matin gris de fin novembre, j'ai mis en scène ma propre chute. Pas n'importe où, devant chez moi, sur le trottoir mouillé de la rue Judaïque, là où Madame Mercier, ma voisine retraitée et incorrigible bavarde, promenait son chien chaque jour à 9 heures précises. Je me suis laissé glisser avec toute la grâce d'un acteur du Théâtre National, me rattrapant juste assez pour ne rien me casser, mais assez violemment pour que ça ait l'air convaincant. « Monsieur Delacroix !» Madame Mercier a accouru, son caniche jappant hystériquement. « Mon Dieu, vous allez bien ?» Je suis resté au sol, gémissant faiblement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes jambes. Ne bougez pas, j'appelle les secours. » 15 minutes plus tard, j'étais dans une ambulance en route vers le CHU Pellegrin. Le directeur médical, docteur Philippe Arnaud, était un ancien associé dans une affaire de négoce de vin en Médoc. Nous nous connaissions depuis 25 ans. Je l'avais prévenu la veille de mon petit spectacle. À l'hôpital, Philippe m'a accueilli avec un professionnalisme impeccable. « Monsieur Delacroix, nous allons vous examiner. Scanner cérébral, examen neurologique complet. » Claire est arrivée 1 heure plus tard, Julien sur ses talons. Son visage oscillait entre inquiétude feinte et excitation à peine contenue. C'était l'occasion rêvée pour eux. Un vieil homme confus qui tombe dans la rue, c'était du pain béni pour leur narratif de démence. « Papa !» Elle s'est précipitée vers mon lit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais plus très bien. » J'ai murmuré d'une voix faible. J'étais sorti pour acheter du pain, je crois. Ou peut-être les journaux. Et puis, le trottoir. J'ai vu l'éclair de triomphe dans les yeux de Julien. Il a sorti son téléphone, commencé à taper frénétiquement. Probablement un message au docteur Rousseau. Le vieux est à l'hôpital. Confusion mentale confirmée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant les 3 heures suivantes, j'ai passé tous les tests imaginables. Scanner cérébral, IRM, test cognitif, examen neurologique.
Et surprise, tous les résultats étaient parfaits. Pas une ombre au cerveau, pas le moindre signe de démence, réflexe d'un homme de 50 ans. Quand Philippe est revenu avec les résultats, Claire et Julien étaient installés dans ma chambre, feignant l'inquiétude. « Monsieur Delacroix », Philippe a annoncé d'une voix claire et professionnelle, « j'ai d'excellentes nouvelles. Tous vos examens sont parfaitement normaux. Scanner impeccable, fonction cognitive exemplaire. Vous avez simplement glissé sur un trottoir mouillé. Rien de plus. » J'ai observé leur visage. Claire a pâli légèrement. Julien a serré les mâchoires. « Mais docteur ?» Claire a insisté. « Mon père est souvent confus ces derniers temps. Il oublie des choses, il se perd. » Philippe l'a regardé avec cette expression polie mais ferme qu'ont les médecins face aux familles envahissantes. « Madame, j'ai pratiqué une batterie complète de tests cognitifs. Votre père a obtenu des scores parfaits. Mini Mental State Examination, 30 sur 30. Test de l'horloge, impeccable. Mémoire à court et long terme, excellente. Il n'y a aucun signe de déclin cognitif. » Mais il a dit qu'il ne savait plus pourquoi il était sorti. Le choc de la chute peut causer une désorientation temporaire. C'est normal. Cela ne signifie pas démence. Julien a changé de tactique. Peut-être qu'un suivi psychiatrique serait prudent, une évaluation approfondie. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une seconde opinion. Philippe a répondu froidement. Mais en tant que neurologue avec 30 ans d'expérience, je vous assure que ce monsieur est en pleine possession de ses moyens. Le silence dans la chambre était délicieux. J'ai réprimé un sourire. Leur plan commençait à se fissurer, et ils le sentaient. Après leur départ, Claire marmonnant des excuses, Julien le visage fermé, Philippe est revenu me voir. « Alors, Oscar pour la meilleure performance ?» J'ai ri. « J'espère avoir été convaincant. »« Très. Mais Pierre, cette histoire, votre fille essaie vraiment de vous faire passer pour sénile. Entre autres choses. Mais ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Les documents sont chez le notaire. Dans quelques jours, ils comprendront. » Philippe a secoué la tête. La cupidité, ça détruit même les familles. Cette nuit-là, de retour à la villa, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix de Julien, à peine maîtrisée. « Pierre, nous devons parler. Le docteur Rousseau dit qu'il peut faire une évaluation à domicile. Pour votre bien, nous passerons demain à 10 heures. » J'ai effacé le message en souriant. Demain serait le rendez-vous chez Maître Bonnet. Le vrai. Celui où tous leurs rêves s'effondreraient comme un château de cartes. J'ai ouvert une bouteille de Saint-Julien 1995, me suis installé dans mon fauteuil face aux vignes. La lune éclairait les rangs nus de l'hiver. Ces vignes avaient survécu à 3 générations de Delacroix, à 2 guerres mondiales, au phylloxéra, au gel, aux sécheresses. Elles survivraient à 2 parasites cupides. Le lendemain matin, à 10 heures précises, nous étions tous réunis dans l'étude de Maître Bonnet. L'office notarial occupait un bel immeuble haussmannien court de l'intendance, avec ses boiseries sombres, ses étagères chargées de codes et de recueils juridiques, cette odeur de cire et de papier ancien qui évoquait la permanence du droit. Claire portait un tailleur Chanel, comme pour une occasion importante. Julien arborait un costume qu'il ne mettait que pour impressionner. Ils pensaient assister à la signature de leur fortune. Leur sourire confiant me donnait presque envie de rire. Jean-Luc nous a accueillis avec sa courtoisie habituelle. « Bonjour à tous, installez-vous, je vous prie. » Nous avons pris place autour de la grande table en acajou. Claire et Julien d'un côté, moi de l'autre, Jean-Luc en bout de table. La secrétaire a apporté du café dans des tasses en porcelaine. « Alors papa ?» Claire a commencé avec cette douceur artificielle. « Maître Bonnet va nous expliquer comment transférer tes biens à mon nom pour te simplifier la vie. » Jean-Luc a toussé légèrement. « En fait, Madame Martin, ce n'est pas tout à fait l'ordre du jour. » Le sourire de Claire a vacillé. « Comment ça ?»« Monsieur Delacroix m'a effectivement demandé de préparer des documents concernant la transmission de son patrimoine. Mais pas exactement comme vous l'imaginiez. Il a ouvert un épais dossier, en a sorti plusieurs chemises. Le bruit du papier dans le silence semblait assourdissant. Commençons par ceci. » Jean-Luc a posé un lecteur audio sur la table, a appuyé sur play. La voix de Julien a empli la pièce.
50 000 euros, c'est d'accord. Une fois que le vieux sera déclaré incapable, on aura accès à tout. 2,8 millions pour la villa, 25 millions sur les comptes. J'ai observé le visage de Julien passer du rose confiant au blanc crayeux en 3 secondes exactement. Fascinant, cette palette chromatique de la panique. C'est d'où ça vient. Il a bégayé. Jean-Luc a continué imperturbablement. Nous avons également ceci. Une série de photos. Julien entrant dans le cercle de poker clandestin. Julien avec ses créanciers. Julien avec le docteur Rousseau dans ce café rue Sainte-Catherine. Et cela, le compromis de vente pour la Villa de la Croix, signé par Claire et Julien. Vous avez promis de vendre une propriété qui ne vous appartient pas. C'est ce qu'on appelle une escroquerie. Claire s'est levée d'un bond, renversant presque sa tasse. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?»« Assieds-toi, Claire. » Ma voix était calme, presque douce. Elle s'est rassise lentement, comme une automate. Jean-Luc a continué. Monsieur Delacroix a effectivement fait établir des actes de transmission, mais pas ceux que vous espériez. Il a fait glisser un premier document vers eux. Donation-partage. Madame Claire Martin reçoit sa réserve héréditaire, soit la moitié du patrimoine de Monsieur Delacroix, conformément à l'article 913 du Code civil. Cette part s'élève à 14 millions d'euros environ. Les yeux de Claire se sont illuminés une seconde. Toutefois, Jean-Luc a continué, savourant visiblement le moment, cette réserve héréditaire ne sera versée qu'au décès de Monsieur Delacroix, pas avant. Le sourire de Claire s'est figé. La quotité disponible, soit l'autre moitié du patrimoine, est léguée à la Fondation pour la préservation du patrimoine vinicole français. Quoi ? Julien a explosé. Mais tu ne peux pas. Si je peux, j'ai répondu calmement. Et c'est fait. L'acte est signé, enregistré, irrévocable. Jean-Luc a posé un autre document. Concernant la villa de la Croix et les terres attenantes, la nue propriété est transférée à mademoiselle Sophie Martin, petite-fille de Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix conserve l'usufruit viager. Le silence était assourdissant. Claire regardait les documents comme si c'étaient des serpents venimeux. Ça signifie, j'ai expliqué avec une patience infinie, que je continue à vivre dans ma maison, à profiter de mes vignes, jusqu'à ma mort. Après quoi, tout reviendra à Sophie, directement, sans passer par la succession. Sophie, Claire a chuchoté, ma fille, ta fille qui m'appelle encore chaque semaine juste pour discuter. Ta fille qui s'intéresse aux vignes, qui pose des questions sur l'histoire familiale. Ta fille qui ne me voit pas comme un distributeur automatique. Julien tremblait maintenant, ses mains agrippées au bord de la table. Les créanciers, ils me tuent, j'ai besoin de cet argent maintenant. Tes problèmes de jeu ne sont pas mon problème, j'ai répondu froidement. Tu aurais dû y penser avant de tenter de m'empoisonner au Plaza Athénée. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Tous les mots semblaient l'avoir abandonné. Claire a essayé une dernière carte. Papa, tu n'es pas toi-même. Ces documents, on peut les contester. Le docteur Rousseau dira que tu n'étais pas en état de... Le docteur Rousseau ? Jean-Luc a souri froidement. Vous parlez du psychiatre qui acceptait 50 000 euros pour falsifier une expertise médicale ? Celui-là même. Il a sorti un dernier document. Nous avons déposé une plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins ce matin. Faux et usage de faux. Il risque la radiation. Et vous, monsieur Martin, vous êtes complice. Julien s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. C'est un piège. Vous nous avez piégés. Non, j'ai dit doucement. Vous vous êtes piégé vous-même. Moi, j'ai juste protégé ce qui m'appartenait. Je me suis levé et ajusté ma veste. En France, on respecte ses parents. Vous allez vous en souvenir. Les mots sont sortis clairs, précis, définitifs. Claire avait des larmes dans les yeux, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Ces larmes étaient pour son argent perdu, pas pour son père trahi. Vous aurez votre réserve héréditaire, j'ai continué. Le minimum que la loi m'oblige à vous laisser. Pas un centime de plus. Le reste ira à des gens qui comprennent que le patrimoine familial ne se vend pas. Il se transmet. Jean-Luc s'est levé également. Si vous souhaitez contester ces actes,
vous êtes libre de consulter un avocat. Mais je vous préviens, tout est parfaitement légal. J'ai vérifié chaque virgule. Ils sont partis comme des somnambules, Claire tenant Julien par le bras. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Papa. Au revoir, Claire. Après leur départ, Jean-Luc a versé 2 verres d'Armagnac. Nous avons trinqué en silence. Vous savez qu'ils ne vont pas en rester là? Il m'a demandé. Je sais, mais j'ai encore quelques cartes en main. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Marc continuait sa surveillance. Et que les nouvelles n'étaient pas rassurantes. Julien, acculé, devenait dangereux. Ses créanciers le pressaient. Il avait besoin d'argent, beaucoup d'argent, très vite, et un homme désespéré est capable de n'importe quoi. 3 jours après la confrontation chez le notaire, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. L'entête m'a fait sourire. Cabinet Durand et associés, avocat au barreau de Bordeaux. Claire et Julien passaient à l'offensive. La lettre était un chef-d'œuvre de jargon juridique et de mauvaise foi. Maître Durand, leur avocat fraîchement engagé, contestait la donation-partage au motif que j'aurais été sous influence et en état de vulnérabilité cognitive. Il demandait une expertise psychiatrique et la suspension immédiate de tous les actes notariés. Vulnérabilité cognitive, j'ai murmuré en repliant la lettre. Créatif. J'ai appelé Jean-Luc, il a ri en lisant le document. Pierre, cet avocat est soit très mal informé, soit très mal payé. Votre donation-partage est béton. Vous avez passé des tests médicaux complets 3 jours avant la signature. Le docteur Arnaud a certifié votre pleine capacité. Et nous avons 3 témoins présents lors de la signature, dont un expert comptable et un médecin généraliste. Ils vont quand même essayer? Bien sûr, ils sont désespérés. Maître Durand va déposer une requête devant le tribunal de grande instance. Le juge va la rejeter, mais ça leur donnera l'impression de se battre. Il avait raison, comme toujours. Quelques jours plus tard, Marc m'a apporté des nouvelles plus inquiétantes. Julien avait eu un rendez-vous secret avec le docteur Rousseau, celui-là même qui devait falsifier l'expertise psychiatrique. Ils sont revenus le voir? J'étais incrédule. Apparemment, ils lui ont proposé 75 000 € cette fois, pour qu'il témoigne devant le tribunal que vous étiez confus lors de vos consultations précédentes. Mais Rousseau est déjà sous enquête. Marc a hoché la tête. Exactement, et c'est là que ça devient intéressant. J'ai transmis l'enregistrement de cette rencontre directement au procureur. Tentative de corruption de témoins, obstruction à la justice. Rousseau a été arrêté ce matin. La satisfaction que j'ai ressentie était presque palpable. Et Julien? Il est mentionné dans la plainte. Ça pourrait devenir très compliqué pour lui. Le soir même, mon téléphone a sonné. Claire. Sa voix était un mélange de rage et de panique. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Julien risque d'être poursuivi. Le docteur Rousseau a été arrêté. » Je n'ai rien fait, Claire. Julien s'est mis tout seul dans cette situation. C'est toi qui as tout manigancé depuis le début. Tu nous as piégés. J'ai fermé les yeux. La douleur dans ma poitrine n'était pas physique, mais elle était réelle. Non, ma chérie, je vous ai donné l'opportunité de montrer qui vous étiez vraiment. Vous avez choisi. Papa, sa voix s'est brisée. Les créanciers de Julien, ils nous menacent. Il leur doit 322 000 €. Ils disent que si on ne paye pas avant fin décembre, ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être aussi froid? Je suis ta fille. Une fille qui voulait me faire déclarer dément pour vendre ma maison. Oui, Claire, je me souviens. Elle a raccroché violemment. J'ai regardé le téléphone dans ma main, ce petit rectangle de verre et de métal qui venait de me couper d'une partie de ma vie. La douleur était là, sourde, persistante, mais nécessaire. Marc est revenu 2 jours plus tard avec des nouvelles qui ont transformé cette douleur en vigilance accrue. Pierre, Julien devient imprévisible. Il a été vu rôdant autour de la villa à plusieurs reprises, tard le soir. Mes contacts disent qu'il pose des questions sur vos collections de vins aux antiquaires et aux commissaires-priseurs. Il veut évaluer leur valeur ou les voler. Marc m'a tendu une série de photos prises au téléobjectif. Julien dans la rue Judaïque observant ma maison. Julien parlant avec un homme que je ne reconnaissais pas. Julien consultant son téléphone
avec une expression de panique pure. Les créanciers serrent la vis, Marc a expliqué. J'ai intercepté des messages. Ils lui donnent jusqu'à Noël. Après ça, ils passent à autre chose. Et autre chose dans leur vocabulaire n'est jamais agréable. J'ai regardé les photos, cette succession d'images qui racontait la descente d'un homme dans le désespoir. Une partie de moi, une toute petite partie, a ressenti de la pitié. Puis, je me suis souvenu du Plaza Athénée, du laxatif dans mon champagne, du plan pour me déclarer fou. La pitié s'est évaporée. Marc, je veux que vous installiez des caméras de surveillance dans la cave à vin, discrètes, avec détecteur de mouvement, et prévenez le commissariat du quartier que je crains une tentative d'effraction. Vous pensez qu'il va vraiment... Un homme qui doit 322 000 € à des gens dangereux? Qui a accès à une cave contenant des bouteilles valant des centaines de milliers d'euros? Oui, Marc, je pense qu'il va vraiment. Les jours suivants ont été étranges. J'ai continué ma vie normalement, promenade dans les vignes, déjeuners au restaurant, visite chez le médecin pour mes contrôles habituels. Mais sous cette normalité, je sentais la tension monter. Les caméras avaient été installées. Le commissariat était prévenu. Mon téléphone était toujours à portée de main. Claire m'a rappelé une fois, 3 jours avant Noël. Sa voix était différente, fatiguée, vaincue. Papa, Julien et moi, on a des problèmes. Il boit. Il ne dort plus. Il parle tout seul. Je commence à avoir peur. Alors quitte-le. C'est mon mari. C'est un criminel, Claire, un joueur compulsif qui a tenté de me déclarer fou pour me voler. Et maintenant, il t'entraîne avec lui. Un long silence. Puis, tout ça, c'est de ma faute aussi, n'est-ce pas? Oui. Elle a raccroché. Je n'ai pas essayé de la rappeler. Certaines vérités doivent être acceptées seules, dans le silence de sa propre conscience. Ce soir-là, assis dans mon bureau face aux vignes endormies sous le ciel d'hiver, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les photos de famille. Claire petite, portée sur mes épaules. Claire adolescente, riant aux éclats. Claire le jour de son mariage, magnifique dans sa robe blanche. À quel moment avais-je perdu cette fille? Ou peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connue? J'ai refermé le tiroir. Les souvenirs sont précieux, mais ils ne doivent pas nous aveugler sur le présent. Et le présent m'indiquait qu'un homme désespéré allait bientôt commettre un acte désespéré. La veille de Noël est arrivée avec un froid mordant et un ciel d'encre. J'étais dans mon salon, un feu crépitant dans la cheminée, quand mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Mouvement détecté, cave à vin, 23h47, caméras actives. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai ouvert l'application de surveillance sur ma tablette. L'écran s'est divisé en 4 images, en noir et blanc, vision infrarouge activée. Et là, aussi clair que le jour, Julien. Il était entré par la porte de service de la cave, celle qui donnait sur le jardin. Il avait encore ses clés, je ne les avais jamais récupérées, précisément pour cette raison. Il portait un grand sac de sport noir et une lampe frontale. Ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il consultait son téléphone, probablement une liste des bouteilles les plus précieuses. Je l'ai regardé se diriger vers la section des grands crus. Ses doigts ont caressé les étiquettes. Château Pétrus 1947, Romanée Conti 1990, Château d'Yquem 1921. Des bouteilles qui valaient chacune entre 15 et 50 000 €. Ensemble, la petite collection qu'il examinait représentait facilement 400 000 €. Assez pour payer ses dettes, assez pour recommencer. J'ai composé le numéro que m'avait donné le commissaire Leblanc. C'est Pierre Delacroix, il est dans la cave. Maintenant. On arrive, 5 minutes maximum, ne descendez pas. Mais je suis descendu quand même, pas par la porte de service, par l'escalier intérieur qui menait directement de ma cuisine à la cave. J'ai avancé silencieusement, me guidant à la lumière de ma propre lampe de poche. Julien était tellement concentré sur les bouteilles qu'il ne m'a pas entendu approcher. Il venait d'emballer le Pétrus dans du papier bulle quand j'ai allumé les lumières principales. Il s'est retourné si brusquement qu'il a failli lâcher la bouteille. Nos regards se sont croisés. Le sien était celui d'un animal pris au piège, panique, rage, désespoir mélangés.
Pierre, il a tenté un sourire. Je vérifiais juste la température. Tu sais que ces bouteilles sont fragiles? À 11 heures du soir, la veille de Noël, avec un sac de sport? Le sourire s'est effondré. Écoute, je peux tout expliquer. Tu voles ma cave, c'est assez clair comme explication. Il a posé la bouteille, les mains en l'air dans un geste de supplication. Tu ne comprends pas. Ces gens, ils vont me tuer. Littéralement, j'ai besoin de cet argent. Alors c'était mon problème. Ton addiction au jeu, tes dettes, ta stupidité, c'était à moi de payer? Je suis ton gendre. Tu es un voleur. Ma voix était glaciale. Un escroc qui a tenté de me faire passer pour fou, qui a tenté de vendre ma maison, qui a corrompu un médecin, et maintenant, qui vole dans ma propre cave. J'ai entendu les sirènes au loin. Julien les a entendues aussi. Son visage s'est décomposé. Non, non, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas appelé les flics. Si, il a fait un pas vers moi, les poings serrés. Espèce de vieux salopard. Tout ça parce que quoi? Parce qu'on voulait notre part? Votre part? Vous vouliez tout, la maison, les vignes, l'argent. Vous vouliez me mettre sous tutelle et me dépouiller comme un vulgaire distributeur automatique. Les sirènes se rapprochaient. Des lumières bleues dansaient maintenant à travers les soupiraux de la cave. Je vais tout leur dire, Julien a craché, que tu nous as manipulés, que tu as tout orchestré, que tu es un monstre qui détruit sa propre famille. Vas-y, dis-leur. Pendant que tu y es, explique-leur aussi comment tu as mis du laxatif dans mon champagne au Plaza Athénée. Comment tu m'as donné de faux médicaments pour me rendre confus. Comment tu as signé un compromis de vente pour une propriété qui n'était pas la tienne. Des pas lourds résonnaient maintenant dans l'escalier. Le commissaire Leblanc est apparu, accompagné de 2 agents en uniforme. Monsieur Delacroix. Il a regardé la scène, Julien au milieu de la cave, entouré de bouteilles précieuses, le sac de sport ouvert à ses pieds, avec déjà 3 bouteilles emballées dedans. On dirait qu'on arrive au bon moment. Julien a essayé de s'enfuir. Pathétique, vraiment. Il a bousculé un des agents, couru vers l'escalier. L'autre agent l'a plaqué au sol en 3 secondes. Le bruit de son corps heurtant les vieilles pierres de la cave a résonné dans le silence. Julien Martin, le commissaire, a récité d'une voix monotone. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol qualifié. Vous avez le droit de garder le silence. » Je les ai regardés l'emmener. Julien criait, se débattait, jurait. Claire est arrivée 10 minutes plus tard, alertée par un voisin qui avait vu les voitures de police. Elle a regardé les agents fouiller le sac de sport de son mari, sortir les bouteilles une par une, noter leur valeur estimée. « Papa !» Elle était livide. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» 400 000 € de vin, vol qualifié. C'est du pénal, Claire, de la vraie prison. Elle s'est effondrée sur une chaise, la tête dans les mains. Mon Dieu, mon Dieu. Le commissaire Leblanc s'est approché de moi. Monsieur Delacroix, nous aurons besoin d'une déposition complète et d'une expertise pour évaluer précisément la valeur des bouteilles qu'il tentait de voler. Bien sûr, j'ai tout documenté. Certificat d'authenticité, facture d'achat, évaluation récente. Il a hoché la tête. Avec les preuves vidéo et votre témoignage, c'est un dossier en béton. Il risque 3 à 5 ans. Après leur départ, Julien me notait à l'arrière d'une voiture de police, Claire partie en larmes, je suis resté seul dans ma cave. L'endroit qui avait toujours été mon sanctuaire, mon refuge, venait d'être profané. J'ai pris la bouteille de Château Pétrus 1947 que Julien avait voulu voler. Mes mains tremblaient légèrement. Cette bouteille, je l'avais achetée en 1983 pour fêter la naissance de Claire. 43 ans plus tard, son mari tentait de la voler pour payer des dettes de jeu. L'ironie était presque poétique. Mon téléphone a sonné. Marc. J'ai tout vu sur les caméras. C'est fini, Pierre. Vous avez gagné. Gagné ? J'ai regardé autour de moi cette cave qui sentait maintenant la défaite, la trahison, la destruction familiale. Je ne suis pas sûr que quiconque ait gagné quoi que ce soit, Marc. Mais en remontant l'escalier, la bouteille de Pétrus toujours dans mes mains, j'ai senti quelque chose se solidifier en moi. Ce n'était pas de la joie, ni même de la satisfaction. C'était quelque chose de plus froid, de plus définitif, la justice. Froide,
implacable, française. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Bordeaux. L'endroit sentait l'encaustique et cette tension particulière qui accompagne toujours les procès. Les bancs en bois poli, les lambris sombres, le drapeau tricolore derrière le siège du juge, tout respirait l'autorité de la République. Julien était assis au banc des accusés, flanqué de son avocat. Il avait maigri, son costume pendait sur ses épaules comme un vêtement emprunté. Ses mains tremblaient légèrement sur la table devant lui. Claire était dans le public, 3 rangs derrière moi. Je ne m'étais pas retourné, je n'avais pas besoin de voir son visage. Le juge Marchand, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris impeccablement coiffés, a ouvert la séance. Affaire Martin contre l'État français. Vol qualifié, tentative d'escroquerie, corruption de témoins. Le procureur a présenté le dossier avec une efficacité clinique. Les vidéos de surveillance montrant Julien entrant dans ma cave, examinant les bouteilles, les emballant dans son sac, les évaluations d'experts, 400 000 € de vin rare, les enregistrements audio de ses conversations avec le docteur Rousseau, les relevés bancaires prouvant les dettes, les paiements aux créanciers du casino clandestin. C'était écrasant, mathématique, irréfutable. Quand mon tour est venu de témoigner, je me suis avancé à la barre. J'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, et je l'ai fait. Monsieur Delacroix, le procureur a commencé. Pouvez-vous nous raconter les événements du 15 octobre dernier au Plaza Athénée? J'ai raconté. Le champagne empoisonné, le sommelier Patrick qui m'avait prévenu, l'échange de verres, Julien qui s'était enfui aux toilettes en hurlant. La salle d'audience était silencieuse, pendue à mes lèvres. Et ensuite, qu'avez-vous découvert? Que mon gendre et ma fille planifiaient de me faire déclarer incapable. Qu'ils avaient corrompu un psychiatre pour falsifier une expertise. Qu'ils avaient signé une promesse de vente pour ma propriété. Une propriété qui ne leur appartenait pas et ne leur appartiendrait jamais. L'avocat de Julien a bondi. « Objection, mon client a agi sous la pression de créanciers dangereux. Il était désespéré. » Le juge Marchand l'a regardé par-dessus ses lunettes. « Maître, le désespoir n'excuse pas le crime. Continuez, monsieur le procureur. » Monsieur Delacroix, comment avez-vous su qu'il allait voler vos vins? Je l'ai surveillé avec l'aide d'un détective privé. Quand un homme vous a déjà tenté d'empoisonner, essayé de vous déclarer fou, tenté de vendre votre maison, on apprend à anticiper. J'ai vu Julien se recroqueviller sur son siège. C'était fascinant de le voir réaliser que chacun de ses gestes avait été observé, documenté, archivé, que je n'avais jamais été la victime confuse qu'il imaginait. Le procureur a présenté le témoignage de Patrick, le sommelier du Plaza Athénée, celui du docteur Arnaud, qui certifiait ma pleine capacité mentale, celui de Jean-Luc Bonnet, mon notaire, qui expliquait la légalité parfaite de ma donation-partage. L'avocat de Julien a tenté une défense désespérée. Mon client a été manipulé par un beau-père vindicatif. Ses caméras étaient un piège. Un piège? J'ai demandé calmement depuis mon siège de témoin. J'ai protégé ma propriété contre un voleur. C'est mon droit le plus strict. Le juge Marchand a hoché la tête. Effectivement, les délibérations ont duré 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles j'ai fixé mes mains, ces mains qui avaient construit un empire, qui avaient porté ma fille enfant, qui avaient signé les documents qui la protégeaient maintenant d'elle-même. Quand le juge est revenu, son visage était impénétrable. « Monsieur Julien Martin, veuillez vous lever. » Il s'est levé, vacillant légèrement. Son avocat l'a soutenu par le coude. « Le tribunal vous déclare coupable de vol qualifié, tentative d'escroquerie et corruption de témoins. Vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, assorti de 450 000 € de dommages et intérêts envers monsieur Pierre Delacroix. De plus, vous êtes condamné aux dépens. » Julien s'est effondré, littéralement. Ses jambes ont cédé et il s'est retrouvé à genoux. Derrière moi, j'ai entendu Claire étouffer un sanglaire. Dans les jours qui ont suivi, Claire a déposé une demande de divorce, séparation de biens, procédure accélérée. Elle pensait probablement sauver ce qui pouvait l'être. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que leurs dettes, les 322 000 € dus au casino, étaient des dettes communes,
contractée pendant le mariage. Julien était en prison et officiellement insolvable. Les créanciers se sont tournés vers elle. Marc m'a rapporté qu'elle avait dû vendre son appartement à Bordeaux, sa voiture, ses bijoux, qu'elle vivait maintenant dans un studio à Mériadec, donnait des cours particuliers pour survivre, que les créanciers la harcelaient toujours pour les 100 000 € qui restaient. J'aurais pu l'aider, j'avais les moyens. 25 millions d'euros, moins les quelques millions dépensés, ça laissait une marge confortable. Je n'ai rien fait. Quelques jours après le jugement, on a sonné à ma porte. C'était Sophie, ma petite fille, 16 ans, les yeux rouges d'avoir pleuré, un sac à dos sur l'épaule. « Grand-père, je peux entrer ?» Je l'ai fait asseoir dans le salon. Elle a regardé autour d'elle comme si elle voyait la pièce pour la première fois. Maman m'a tout raconté, elle a murmuré. Tout ce qu'ils ont essayé de te faire. Je savais qu'elle parlait de l'héritage, mais je ne pensais pas. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Tu n'es pas responsable des choix de ta mère, Sophie. Elle pleure tout le temps maintenant. Elle dit que tu l'as détruite, que tu es cruelle. J'ai fermé les yeux. Je me suis protégé, c'est tout. Ta mère et Julien ont choisi leur chemin. Moi, j'ai choisi le mien. Sophie a essuyé ses larmes. Je sais. C'est pour ça que je suis venu. Je voulais te dire que je comprends. Et que je suis désolé. Pour tout. Ce soir-là, après son départ, je suis descendu dans ma cave. Tout était en ordre, chaque bouteille à sa place. L'endroit que Julien avait profané était redevenu mon sanctuaire. J'ai pris la bouteille de Château Margaux, 1961, l'année de naissance de Claire. Elle était là depuis 64 ans, attendant le bon moment. Le bon moment ne viendrait jamais, pas avec Claire en tout cas, mais peut-être avec Sophie. Un mois plus tard, par une froide matinée de janvier 2026, j'étais de retour dans l'office de Maître Bonnet. Sophie était assise à côté de moi, intimidée par la solennité du lieu. Jean-Luc avait étalé devant nous le testament authentique final, le document qui scellait définitivement la transmission de mon patrimoine. Madame Claire Martin, il lisait à voix haute, en sa qualité de fille unique de monsieur Pierre Delacroix, recevra sa réserve héréditaire conformément à l'article 913 du Code civil, soit la moitié du patrimoine, évalué à 14 millions d'euros. Cette somme sera versée au décès de monsieur Delacroix, sous déduction de toutes les dettes contractées par elle ou par son ex-époux durant leur mariage. Je faisais le calcul mentalement. 14 millions moins les 322 000 € de dettes, moins les 450 000 de dommages et intérêts qu'elle devrait payer pour Julien puisqu'il était insolvable. Claire recevrait environ 13 millions. Un jour, quand je ne serai plus là, la quotité disponible, soit l'autre moitié du patrimoine, est léguée à la Fondation pour la préservation du patrimoine vinicole français. Jean-Luc a tourné la page. Concernant la villa de la Croix et les terres attenantes, donation immédiate de la nue propriété à mademoiselle Sophie Martin, avec réserve d'usufruit viager pour monsieur Pierre Delacroix. Sophie a écarquillé les yeux. La villa, mais après ma mort, elle sera à toi, j'ai expliqué doucement, directement, sans passer par la succession, sans que ta mère puisse la toucher. Tu pourras y vivre, la préserver, transmettre l'histoire familiale. Ou la vendre, si c'est ce que tu veux. Mais ce sera ton choix. Pas celui de ta mère. Pas celui de personne d'autre. Les larmes coulaient sur ses joues. Grand-père, j'ai également établi une donation pour ta formation. Jean-Luc a continué. 100 000 € placés en fiducie pour tes études universitaires. Et tu es nommé légataire universel de la collection de vins, évaluée à environ 2 millions d'euros. Sophie me regardait comme si j'étais un étranger. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Parce que quand tu me téléphones, ce n'est pas pour me demander de l'argent. Parce que tu poses des questions sur les vignes, sur l'histoire de la famille, sur comment on fait le vin. Parce que tu es la seule qui comprend que le patrimoine familial ne se vend pas. Il se transmet à ceux qui le respectent. Nous avons signé les documents. Le bruit du tampon notarial résonnant sur chaque page avait quelque chose de définitif, de libérateur. Jean-Luc a apposé son sceau, a enregistré les actes.
c'était fait. Irrévocable, opposable à tous. En sortant de l'étude, le soleil d'hiver brillait sur les façades bordelaises. Sophie m'a pris le bras. Maman va être furieuse. Ta mère est déjà furieuse. Ça ne changera rien. Tu ne lui pardonnes pas. Je me suis arrêté, j'ai regardé ma petite fille. Le pardon n'efface pas les actes, Sophie. Ta mère a fait des choix. Elle doit vivre avec les conséquences. Tout comme moi, je vis avec les miennes. Claire a essayé de contester, évidemment. Elle a engagé un autre avocat. Pas Maître Durand, qui avait eu assez de perdre contre nous. Ce nouvel avocat, jeune et ambitieux, a déposé une requête en annulation de la donation à Sophie. Le juge l'a rejetée en 10 minutes. La donation de nue propriété est parfaitement légale. La réserve héréditaire est respectée. Demande rejetée. Claire a fait appel. L'appel a été rejeté. Elle a tenté de faire valoir un abus de droit. Le tribunal a ri. Enfin, pas littéralement, mais le jugement était cinglant. Aucun abus de droit ne peut être retenu lorsque le donateur exerce ses prérogatives légales dans le respect du Code civil. Après ça, elle a arrêté, ou plutôt, elle n'avait plus les moyens de payer les avocats. Les mois ont passé. L'hiver a cédé au printemps, le printemps à l'été. Les vignes ont reverdi, les raisins ont mûri. J'ai embauché un nouveau maître de chai, un jeune homme passionné qui comprenait que faire du vin, c'est respecter la tradition tout en embrassant le futur. Sophie venait me voir tous les dimanches. Nous déjeunions ensemble sur la terrasse, face aux vignes. Elle me parlait de ses études, de ses projets. Elle voulait devenir œnologue, continuer la tradition familiale, à sa façon. Un dimanche de juillet, alors que la chaleur rendait l'air vibrant au-dessus des vignes, je suis descendu à la cave. J'ai pris la bouteille de Château Margaux, 1961. 65 ans. L'âge de Claire, je l'ai remonté. Sophie m'attendait sur la terrasse, un plateau de fromage devant elle. Qu'est-ce que c'est? Elle a regardé l'étiquette, les yeux ronds. Un Margaux 1961? Grand-père, ça doit valoir 15 000 € aux enchères. J'ai souri. Je l'ai acheté l'année de naissance de ta mère. Je pensais la boire avec elle, un jour. Pour un moment spécial. Et maintenant? Maintenant, je la bois avec toi. Parce que tu es le moment spécial. J'ai ouvert la bouteille avec précaution. Le bouchon était intact, miraculeusement. J'ai versé le vin dans le décanteur, observant la robe grenat profond, presque brune sur les bords. 65 ans de patience, de maturation, de transformation. Nous avons laissé le vin respirer 30 minutes. Puis, j'ai versé 2 verres. L'arôme était extraordinaire. Fruits confits, cuir, tabac, truffes. La complexité qui vient seulement avec le temps. À quoi on trinque? Sophie a demandé. J'ai réfléchi. À la justice? À la vengeance? À la victoire? Non. À la famille, j'ai dit, la vraie. Celle qui se construit sur le respect, pas sur l'opportunisme. Nous avons trinqué. Le vin était parfait, absolument parfait. 65 ans d'attente pour ce moment. J'ai reçu une lettre de Claire quelques jours plus tard. L'enveloppe portait son écriture, cette écriture que je connaissais depuis qu'elle avait appris à tenir un crayon. Je l'ai ouverte, 3 pages. Des excuses, des justifications, des accusations. Un mélange de remords et de colère. Elle finissait par « Un jour, tu comprendras que tu es allé trop loin, qu'une famille ne se détruit pas pour de l'argent. » J'ai replié la lettre. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau avec toutes les autres, les photos d'enfance, les dessins, les souvenirs d'une fille qui n'existe plus. Puis, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit ma réponse. Une seule phrase. Ce n'est pas moi qui ai détruit notre famille pour de l'argent, Claire. Rappelle-toi qui a commencé. Je l'ai postée le lendemain. Elle n'a jamais répondu. Aujourd'hui, assis sur ma terrasse, un verre de Sancerre à la main, je regarde les vignes s'étendre jusqu'à l'horizon. Sophie est dans la cave, apprenant à évaluer les millésimes avec le nouveau maître de chai. Je l'entends rire, poser des questions, s'émerveiller. Julien purge sa peine à la maison d'arrêt de Gradignan. Encore 2 ans et 3 mois. Claire survit dans son studio, donne des cours d'anglais aux enfants du quartier, rembourse petit à petit les dettes qui lui restent. Le docteur Rousseau a été radié de l'ordre des médecins et condamné à 2 ans avec sursis.
Maître Bonnet a pris sa retraite le mois dernier. Lors de son pot de départ, il m'a serré la main. Pierre, en 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser le droit français avec autant d'élégance. J'ai souri. Le droit français est beau, Jean-Luc. Il suffit de savoir le lire. Marc Dupont m'envoie toujours un rapport mensuel. Par habitude, je pense. Il n'y a plus rien à surveiller. Mais j'apprécie sa rigueur. La villa de la Croix est silencieuse, paisible, mienne. Les fantômes de la trahison se sont dissipés avec le temps. Il ne reste que les bons souvenirs. Ma femme riant dans le jardin, Claire enfant courant dans les vignes, les vendanges d'automne, les dîners entre amis. Ai-je des regrets? Non. Aurait-il pu en être autrement? Peut-être. Si Claire et Julien avaient été différents, s'ils m'avaient respecté au lieu de me voir comme un compte bancaire ambulant, s'ils avaient compris que le patrimoine familial, c'est plus que de l'argent. Mais ils ont choisi leur voie. J'ai simplement éclairé les conséquences. En France, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé. J'ai été la tempête. Maintenant, c'est le calme. Le soleil décline sur les vignes. Sophie remonte de la cave, tenant précautionneusement une bouteille de notre dernier millésime. Elle sourit. « Grand-père, goûte ça. Le maître de chai dit que c'est notre meilleur cru depuis 10 ans. » Je prends le verre qu'elle me tend. Le vin est jeune, encore un peu fermé, mais on sent déjà la promesse. Dans 5 ans, 10 ans, il sera magnifique. Comme Sophie. La vie continue. Le patrimoine aussi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.